Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 février 2023. Le Togo a commencé l'année en célébrant la mémoire de certains de ces grands hommes. Il va le poursuivre ce jour en ayant une pensée spéciale pour le général Eyadema, tout comme Sylvanus Olympio, qui a écrit de belles pages de notre histoire. Gnassingbé Eyadema n'a pas manqué d'ajouter ses touches pour que cette histoire puisse continuer par être évoquée au passé, au présent et au futur pour les générations à venir. C'est un soir de 2005 que la nouvelle annoncée comme une catastrophe nationale a été apportée aux Togolais. 18 ans sont déjà passés, sans doute qu'ils sont encore nombreux à se rappeler les images de la télévision nationale. Les questions que cette disparition ont produit, puis les violences, puis la calmie. Fagna Singbe a succédé à son père. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, dira-t-il plus tard. En commémorant ce jour la disparition du général Eyadema, les observateurs ne vont pas se priver, comme de tradition, à faire le bilan des années Eyadema et à tenter des comparaisons, même si les époques ne sont pas les mêmes. En leur temps, l'ancien président du Togo et l'ancien président du Gabon entretenaient de bons rapports. Aujourd'hui, l'actuel président du Togo et l'actuel du Gabon marchent dans les pas de leur père. Cette semaine, Fagna Singbe était à Libreville en visite officielle chez Ali Bongo. Les deux présidents ont de nouveau rappelé leur attachement pour des transitions apaisées au Burkina, au Mali, en Guinée et au Tchad. 4 pays dirigés par des juntes militaires. En Afrique, les hommes en uniforme n'ont pas que leur uniforme. Ils ont visiblement bien de savoir-faire. Au Togo, c'est un militaire qui succède à un autre militaire à la direction de la SAT, la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin. Le colonel Nyamalata cède son fauteuil au colonel Dimini Lahare. Qu'est-ce qui explique ce changement? C'est une question qu'on a entendue comme celle portée par la DMK sur les motifs de l'arrestation du général Félix Katanga, ex-chef d'état-major des FAT. Au fond, notamment dans la région des Savanes, les forces armées togolaises se battent contre les forces djihadistes. Ces dernières ne font pas de quartier, y compris au sein des populations civiles. Des mines servent désormais à allonger la liste des victimes du terrorisme à Kpendial, dans le nord du Togo. La lutte contre le fléau est discutée au niveau sous-régional. Cette semaine, le Premier ministre du Burkina Faso, quotidiennement endeuillé par des attaques, a pu échanger à Lomé avec son homologue Victoire Dobé Tomega. Le nom du chef du gouvernement est par ailleurs évoqué dans le dossier de suspension du journal Liberté. Dans la foulée, le fondateur de la dite publication a déposé sa démission à la HAC. Tampa Express est également suspendu. Le triangle des enjeux convoqué, l'avenir de la presse est-il compromis? Comme celui des fonds publics destinés à la lutte contre la Covid. Certains parlent déjà de Covid-Gate. Notre invité est Nicolas Lawson, président du PRR. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde est assurée par Romaric Freitas. Nicolas Lawson, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, par la grâce de Dieu et l'âge que j'ai, je remercie l'Éternel, donc Dieu Tout-Puissant. Ça va, plus ou moins bien. Toujours en blanc comme de tradition. Oui, oui, bon, c'est une... enfin, oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour garder aussi mon esprit un peu ouvert et tourné vers l'Éternel Dieu, mon Créateur. On a remarqué ces derniers temps que vous n'êtes pas seul à arborer le blanc et acteur politique, à venir même dans ce studio en tout blanc. Quelle est la différence entre peut-être votre blanc et le blanc des autres acteurs? Oh, je ne peux pas dire pourquoi, mais pour ce qui me concerne, voyez-vous, j'aurais pu ou j'aurais dû être prêtre ou je ne sais pas quoi, ainsi de suite et tout, parce que avec mon oncle, Monseigneur Isidore de Souza au Dahomey, et quand j'étais à Sibomé, que j'allais au grand séminaire, et puis à Lomé, Monseigneur Benoît Alornou, un grand ami, et tout le reste, j'aurais dû devenir prêtre ou autre, mais ce n'est pas le cas, et c'est donc le roi et Pondegbe Dalada avec sa cour et tout, et la Ganlodji, Dadagero, qui m'ont dit que, étant donc d'essence religieuse un peu de la lignée du prophète Melchisédek, il vaut mieux de porter souvent du blanc et que je porte souvent du noir, c'est pas adapté. Et c'est ainsi que j'ai adopté le blanc, j'ai trouvé que c'était bien, ça vous permet de garder l'esprit clair, d'être propre et puis bon,
de voir la vie beaucoup plus réjouissante. Donc le blanc signifierait donc une certaine L'ordre, la clarté. propriété, la Vous droiture. savez que certains opposent justement dans une certaine autre dimension ce blanc-là au noir, le noir qui signifie le diable et qui est collé par exemple aux Africains qui sont noirs. Oui, mais vous savez, ce sont les esclavagistes, les colonialistes, les néocolonialistes, les gens pervers et tout, qui croient que le noir est une couleur associée au diable et tout ça. C'est faux, archi faux. Et le noir, c'est la couleur de tous les jours. Vous savez, c'est la couleur de tous les jours. Et c'est ainsi que Dieu, le Créateur, l'a voulu. Et quelle que soit l'interprétation des uns et des autres, le blanc est une couleur de circonstance. Et cela se salit plus vite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cette explication que vous donnez, c'est l'explication des antéchrists beaucoup plus. Quand on évoque le noir, quand on évoque le blanc, vous savez de quoi je parle, on fait cette opposition entre le monde occidental et africain. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est se basant sur cette opposition qu'on sent un certain réveil sur le continent africain. De plus en plus d'Africains appellent à un retour aux sources, à se réapproprier notre histoire, notre tradition. Je ne sais pas quelle est votre lecture par rapport à ce débat-là qui a cours, puisque certains estiment que parce que nous avons fait ce contact avec le monde occidental, notamment les Blancs, et au final, nous sommes les grands perdants de ce contact-là. Nous sommes en retard. Non, nous avons énormément perdu parce que si ceux qui connaissent bien l'histoire sauront que ou sauraient que les, les pharaons étaient des noirs. Les pharaons étaient des noirs et c'est eux qui avaient réduit en esclavage les juifs. Hein. Et puis, bon, par la suite, la libération des juifs et puis ainsi de suite et tout. Donc, après, c'est eux qui nous ont réduits en esclavage quand on a commencé à perdre notre âme, à perdre de notre réalité, des choses comme ça. Et nous sommes devenus des esclaves, puis nous avons été colonisés, puis nous sommes néocolonisés. Et très souvent, ce sont nos propres frères qui nous trahissent, hein, qui s'associent avec les plus criminels, les aventuriers blancs et tout, pour vendre l'immense ressources naturelles que Dieu nous a données. Et tout ce que Dieu nous a donné sur ce continent africain, c'est à peine si nous avons déjà exploité. Je sais que le 5e ou le 10e, nous avons encore beaucoup de ressources naturelles, du pétrole, du gaz, de l'or, de l'hydrogène, même qui sera très important demain, et ainsi de suite. Donc, Dieu, le Créateur, ne peut pas et ne pouvait pas se tromper. Il ne s'est pas trompé. Il a créé ce continent-là, qu'on appelle le continent noir, et il nous a donné tout ce qu'on veut, tout ce qui est utile et positif sur ce continent. Maintenant, nous avons des frères qui sont pervers, qui sont perdus, qui vendent ça à vil prix et qui s'associent avec les antéchrists, les étrangers, les démoniaques et tout, pour essayer de nous dégrader, de nous humilier et tout. Vous savez, et tout ce qu'on a et qu'on nous vole, on nous pille, on nous a colonisés, on nous a violentés, esclavagisés et tout ce qu'on a, si on devait l'utiliser de façon rationnelle pour le bien-être de nos frères et sœurs, je crois qu'on n'aurait pas les plus pauvres sur cette planète. Est-ce qu'il y a une malédiction qui planerait sur ce continent? Non, pas du tout. Vous savez, les hommes, nous sommes là pour des années, quelques années. Avant même, nous vivions plus longtemps. Maintenant, nous vivions moins longtemps. Mais l'Éternel est le seul. Hein, c'est pas ce que les gens disent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il n'est pas à la hauteur de ces hommes-là qui se fourvoient dans les religions et qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi et tout. Dieu l'Éternel, il a toute l'humanité, c'est 8 milliards et quelques autres plus hein, d'êtres humains, et vous avez tous les animaux, hein, vous avez le sort des planètes, le sort je sais même pas, tout le reste, c'est lui qui est en charge de tout ça. Donc il a tellement de travail et tout qu'il doit être très occupé et il doit beaucoup planifier. Donc il n'a pas le temps individuellement de s'occuper des uns et des autres comme ça, mais il nous a laissé le libre arbitre pour nous déterminer, pour choisir, pour vouloir hein, et pour être. Et à partir de là, il a le temps pour suivre selon ce que tu aurais
choisi ou aurais fait, tu aurais les conséquences de cela. Nous aurons le temps de reparler de l'Afrique au cours de cette émission. Nous vous avons invité aussi parce que cette date du 5 février est une date spéciale dans le cadre du Togo. D'ailleurs, ce dimanche, un office religieux est célébré en mémoire du général Adema, comme c'est le cas chaque année depuis 18 ans maintenant. Nous avions parlé du 13 janvier il y a encore quelques semaines et nous avions dû consacrer du temps à évoquer la mémoire de Sylvanus Olympio. Là, aujourd'hui, c'est le 5 février. Certains tentent des comparaisons entre les deux dates, puisque le 13 janvier, Sylvanus Olympio, ancien président du Togo, il est parti, assassiné. Et puis après, le 5 février, le général Eyadema, lui aussi, il est parti, il est mort, et mort naturel cette fois. Est-ce que vous serez tenté également de faire une comparaison? Oh mon Dieu! Vous savez, il n'y a que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui sache le pourquoi et le comment des choses. En réalité, nous échafaudons, nous supposons, selon nos intérêts, selon nos niveaux et tout ça là et tout. On ne peut pas comparer ces deux hommes-là pour une simple raison. Les deux dates, d'abord. Oui, les deux dates. Si vous voulez, le 13 janvier, ça ne peut pas être le 5 février. Et nous, on était très jeunes quand Sylvanus Olympio a été assassiné brutalement et autres. Bon, on a notre lecture de l'histoire de notre pays et à peu près on sait ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal selon la position que nous occupons dans cette République et dans cette humanité et tout. À partir de là, nous disons que, voilà, il a été tout simplement assassiné. Assassiné par qui? À un moment donné, on nous a dit, Adema a dit, c'est moi qui l'ai assassiné, ainsi de suite, pour profiter de cet avantage du pouvoir et tout. Puis après, il a dit également, c'est pas moi qui l'ai assassiné, ainsi de suite et tout. Mais c'était la destinée de Sylvanus Olympio, vous comprenez. Je vois des gens aujourd'hui qui nous racontent leur histoire, qui veulent faire croire, qui croient, ainsi de suite et tout. La réalité, c'est quoi? On appelle Sylvanus Olympio le père de la nation, le père de la nation. Il est le père de l'indépendance. C'est une réalité, en quelque sorte et tout. Mais le père de la nation, tout chef d'État est le père de la nation, hein, qu'il dirige ainsi. Parce qu'on est parti du père de la famille pour arriver au père du village, pour arriver au père de la nation. C'est ainsi. Donc tu ne peux pas être le chef, le père de truc, sans être le père de la nation. Tout chef d'État d'une nation donnée est le père de la nation. Donc, selon vous, actuellement, le père de la nation, c'est Monsieur Faure Gnassingbé, forcément. C'est pas parce que je l'aime ou je ne l'aime pas. Ce qui est. Un fait est fait. Moi, j'ai fait des études mathématiques et tout avant d'aller faire autre chose et tout. Ce qui est. C'est mathématique, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ce n'est pas le père de la nation. Gnassingbé Eyadema n'était pas le seul père de la nation et il ne restera pas le seul père de la nation. Sylvanus Olympio restera le père de l'indépendance de ce pays. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, c'est ainsi. C'est établi ainsi. C'est l'ordre des choses, c'est la réalité des choses. Et personne ne peut travestir ça. Quand vous essayez de travestir la vérité, elle vous rattrape. Qu'importe le nombre d'années, qu'importe le temps, qu'importe où vous soyez, ainsi de suite et tout. Donc, il a été brutalement, sauvagement assassiné le 13 janvier 1963. C'était son destin, c'était sa destinée, ainsi de suite et tout. Et Gnassingbé Eyadema a régenté ce pays. Il n'a pas gouverné, il a régenté ce pays avec l'aide de quelques éléments qui ont fait croire à ce pays qu'il est le miraculé de Sarakawa, de ceci, de cela et tout. Et ils avaient établi en son nom. Et lui-même, il m'a dit, lui-même, c'est pas derrière, il m'a dit que je ne sais même pas pourquoi il m'appelle le père de la nation de Sarakawa, que je suis un miraculé et tout. Je ne sais même pas comment. Parce que son accident à Sarakawa, on nous a dit que c'était suite à sa volonté de vouloir nationaliser la CTMB. Mais effectivement, il a nationalisé la CTMB. Et ils ont dit qu'ils ont fait à la suite de ça, il a fait l'accident et il a failli mourir, il n'était pas mort. Seuls ceux qui étaient dans le cockpit de son avion, c'est quoi, je crois, on l'appelait De Gaulle et tout, seuls ceux,
là étaient morts. Même les autres qui étaient avec lui dans l'avion n'étaient pas morts. Il y avait Kounale Eklo, il y avait Kotivi, Djidjogwe Lakle, et les autres, hein, les Bari Moussaba. Et tous, ils étaient dans cet avion. Ils n'étaient pas morts. Mais nous a fabriqué le miraculé de Sarakawa pour établir sur la terre de nos aïeux cette dictature, cette tyrannie, qui pendant des années a empêché des Togolais d'être libres, de vivre heureux, d'avoir la jouissance des biens de ce pays et tout. Donc une minorité d'agioteurs, de fripons s'en est accaparée et a fabriqué ici la dictature. C'est à la suite de cet avion et de cet accident de Sarakawa et tout. Alors, si on a subi tout ça, on a vécu tout ça, et on est là, par la grâce de Dieu et tout, on ne peut pas venir aujourd'hui nous dire que c'est bien fait d'aller national et d'aller privatiser l'OTP qui était avant la CTMB. Ce sont ceux-là qui sont les vrais tyrans, les vrais crapules de la République. Non, mais en fait, là, nous parlons du général Ayadema, oui. de cette disparition. Ouais. Mais vous faites le lien avec la CTMB, vous faites même le lien plus tard avec la nationalisation ou soit la privatisation oui. de la société. Oui. Mais revenons d'abord sur cette journée du 5 février 2005. C'est une journée qui a surpris un certain nombre de Togolais parce que le général Ayadema, comme vous l'avez sans doute connu, à un moment donné, c'est quelqu'un qui est craint, c'est quelqu'un qui est classé quand même dans une certaine dimension. Je ne parlerai pas d'immortel quand même, beaucoup étaient surpris, sans doute nous autres également, et vous personnellement, est-ce que vous avez été surpris de cette nouvelle qui a été annoncée cette journée-là dans la soirée? Il faut dire la réalité. J'étais à Paris et une dame qui le connaissait bien, qui me connaissait, m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire le général est mort. Je dis quel général? Il dit le général, ton ami. Et je dis ah bon? Il est mort, c'est vrai. Elle me dit de capter TF1. Et quand j'ai capté TF1, la nouvelle était déjà passée. Et j'ai capté Antenne 2. Et on annonçait le dictateur, le tyran togolais Nyakasimbe Eyadema est mort, est décédé. Et dans le même temps, j'ai eu un appel du médecin, ancien ministre de la coopération et tout, et il me dit, mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais encore à Paris? Le général est mort, rentre à Lomé et tout. Je dis, ah bon, je l'ai appris et tout, ok. Donc voilà comment j'ai appris la nouvelle de Nyakasimbe Eyadema et j'étais à l'extérieur. Mais quand j'étais rentré, les gens m'ont dit ce qui s'était passé, un vent violent dans ce pays, comme une terreur, les gens ont couru à droite et à gauche et puis ça a été annoncé après. Donc j'ai suivi ce qui s'est passé après. Et en réalité, il faut dire les choses, il faut avoir le courage de dire la vérité. Et je suis sûr que je ne peux pas mentir aux Togolais en parlant de Nyakasimbe Eyadema. Nyakasimbe Eyadema, ce n'était pas quelqu'un que j'aimais. Mais dès lors qu'il m'a accepté à un moment donné de l'histoire de ce pays où j'ai été proche de lui, on s'est rencontrés souvent, il m'a souvent appelé et il m'a souvent traité de son ami, Nicolas mon ami. Et il y avait des petits voyous, des tyrans, des petits... Non, mais pourquoi parler de voyous? En fait... quand même autour du chef de l'État, est-ce qu'il peut y avoir des voyous? Absolument, et il y en a encore toujours autour de n'importe quel chef Oui, mais d'État. pourquoi est-ce que vous préférez utiliser cette terminologie-là? Oui, parce puisque que c'est quand même des personnalités. Non, c'est la différence. C'est pas parce que vous portez un titre que vos comportements sont conformes au titre que vous portez. Quelqu'un qui n'a pas du tout de titre, qui n'est pas important, peut être plus intelligent, plus malin, plus bon, ou dit pas meilleur. Donc celui qui est un voyou, c'est celui qui n'est pas intelligent. Ah oui, il n'est pas intelligent. Donc c'est juste ça, parce que la personne n'est pas intelligente. Oui, il n'est pas intelligent et puis elle est crapule, vous comprenez? Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas plus commode d'employer des terminologies comme des gens qui ne sont pas intelligents et des gens qui n'aiment pas, par exemple. Les terminologies que vous préférez là sont très violentes là. Oui, bien sûr. C'est pour ça que la plupart d'entre eux disent que je les insulte. Mais je ne les insulte pas. Les faits sont têtus. Et un voleur, il faut l'appeler un voleur.
je sais pas, un criminel, c'est un criminel. Vous ne pouvez pas l'appeler autrement. Il y a des termes. Le français est plus large que l'anglais. Il y a des mots en anglais qui sont très simples, qui veulent dire des choses et qui ne veulent pas dire la même chose. Mais en français, il faut choisir des bons mots. Et il y a un éventail, hein, un énorme catalogue de mots ou d'expressions, d'adjectifs, de qualificatifs et tout. Et moi, j'aime bien qualifier les choses. Quand quelqu'un a volé, c'est un voleur. Vous ne pouvez pas l'appeler autrement. Et c'est plus fort que moi, je fais des efforts, je fais des trucs et tout. Mais non, là, vous trafiquez tout. Vous, par exemple, vous-même, oui. Comment est-ce que vous vous qualifiez? Moi-même, des fois, je me dis, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne peux pas changer? Pourquoi tu ne peux pas être hypocrite un peu? Pourquoi tu ne peux pas être tordu un peu? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Mais jusque-là, vous ne vous définissez pas là. Je ne me définis pas parce que je me connais. Je sais que je peux dire que va te faire foutre. J'ai rien à foutre avec vous. Je vous emmerde. Vous comprenez, ainsi de suite et tout. Mais d'avance, je ne sais pas ce que je dirai si je n'ai rien à dire. Si je sais, je sais. C'est comme on m'a invité aujourd'hui, hein, pour venir à Pia ou autre pour célébrer le décès de mon ami. Parce que je le dis, qu'importe ce que les uns et les autres pensent, le Nyasingbe Yadema m'appelait toujours mon ami, Nicolas. Alors qu'il appelait les autres Titanic, ainsi de suite et tout. Ça les énervait, ça les emmerdait et tout, mais ils ne pouvaient rien, c'était ainsi. Donc, comme c'est ainsi, moi aussi je me comporte un peu comme je me sens, comme je suis, pour ne pas créer des difficultés à mon propre niveau. Mais est-ce que vous avez été vraiment son ami? Bon, lui m'a dit que j'étais son ami. Mais vous, est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un ami? Oh, celui qui vous appelle, Nicolas, viens me voir, j'ai quelque chose à te dire. Et quand tu vas là, il t'offre du champagne et il te pose des questions, il te dit des choses. Et tu te dis, pourquoi il me dit ça? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je ne mérite pas ça? Ainsi de suite et tout. Et c'est le même type qui est prêt à te menacer un jour pour te dire, mais pourquoi tu refuses de travailler avec moi? Tu es mon ennemi ou quoi? Ou qu'est-ce que tu veux? Ainsi de suite. Hein? Et il y a encore aujourd'hui des officiers que des gens n'ont jamais aimés dans ce pays, mais qui sont là. Il y a un en particulier que les gens ont toujours considéré comme mauvais et tout. C'était le capitaine, hein, Biteniwe. Il m'a toujours dit, si tu refuses ces choses et tout, il va te détester, il va te tuer. Il m'a dit ça une fois. Mais si vous refusez quoi? Si je refuse ce qu'il me donnait, ce qu'il croyait, ce qu'il voulait et tout, alors... Non, mais on sait, par exemple, vous venez de le dire, vous donnez du champagne. Oui. Mais il n'y a pas le champagne. Oui. Qu'est-ce qui vous donne en plus? Non, Nyasingbe Yadema, je ne peux pas être ingrat et stupide pour ne pas dire les faits. On m'a donné un jour une caisse comme ça, 200 millions, c'est pourquoi. Et c'était le fameux feu Tidjani qui, j'ai dit non, j'ai refusé. Il a donné une autre fois 400. 400 millions de francs CFA. J'ai dit non. Parce que dès lors que vous êtes acheté ainsi, sans savoir pour quel but, mais le gars, s'il se lève demain pour vous dire, allez tuer M. Atiogwe, est-ce que vous pouvez refuser? Vous ne pouvez pas refuser. Donc, il faut être... J'aurais dû faire... Ça m'a fait mal, cela. Quand je faisais l'usine d'assemblage des camions, des bus et autres, au Ghana, dans la zone... à Accra et tout, il m'a dit, Nicolas, c'est chez toi que tu dois faire ça. C'est pas là-bas. C'est pas chez toi. Tu n'es pas ghanéen et tout. Viens faire ça au Togo. Et combien vous utilisez? Je dis, mais on a un prêt de la caisse centrale là et tout de 1,5 milliard pour faire ça. Donc, je peux faire ça ici. Et il me dit, bon, je vais te donner 3 milliards et tu vas faire ça ici. Mais j'avais refusé. Mais jusqu'aujourd'hui, je regrette encore là. Vous voyez là où il y a Togo route là. C'est là où on devait faire ça. Et ça, j'ai regretté ça parce que je me suis dit, on aurait pu faire ça ici au Togo. Et puis à partir de là, le plan que j'avais derrière, c'est-à-dire
faire en sorte d'être les fournisseurs des autobus, des autocars de toutes les capitales, hein, des pays de l'UEMOA d'abord, et puis de tous les pays de la CEDEAO à la suite. Donc, j'ai regretté après de n'avoir pas réussi ça et d'avoir refusé ça, au moins, de lui et tout. Donc, le gars, Les 3 milliards? Les 3 milliards. Les gars, ça dit, j'avais tout mélangé, en réalité. Alors que ça, c'était pour créer l'usine. Mais est-ce qu'on peut dire que là, vous avez été stupide? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Inintelligent. Que je n'ai pas vu ni mon intérêt, ni l'intérêt de mon pays. Ouais. Et j'ai fait ça au Ghana. Et après, j'ai perdu. J'ai perdu. Revenons à quelque chose que vous venez de dire. Il vous présentait des caisses remplies de billets d'argent. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas vérifier ce que vous avancez, puisque vous parlez de 200 millions, de 400 millions, n'est-ce pas, que vous refusez. Parce que peut-être vous n'êtes pas son ami réellement. Parce que si vous êtes réellement son ami, on ne refuse pas le cadeau d'un ami. Non, je n'étais pas son ami. Mon âme ne l'acceptait pas comme un ami véritable, comme certains, je peux dire, comprenez. Parce que ce n'est pas la première fois que j'étais en contact avec un chef de l'État. J'ai déjà été avec mon oncle, le général Paul-Émile de Souza, militaire aussi, hein, et chef d'état-major de l'armée du Dahomey, pas le Bénin. C'était le Dahomey. Et à l'époque, les Magal, les Akpiti, Ahomadegbe, les Christophe Soglo, Alphonse Salé, tout ça là, ça venait à la maison où je les rencontrais au camp militaire à Ouida, parce que j'ai été élève. D'abord au CG, hein, Bertrand Dagnon de Ouida, et au lycée Bertrand Dagnon à Ouida, et j'étais avec mon oncle et tout, les Mathieu Kérékou et autres. Je déjeunais avec eux, des fois je buvais avec eux, ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai été formé à la politique. Sinon, j'avais commencé à être un peu politique avec Tchakwe François. Ça, par exemple, c'est une partie de vous, ça, parce que vous aimez beaucoup parler de vous. Absolument, j'adore. Mais pourquoi ça? Est-ce que ce n'est pas un défaut? Ça peut être un défaut, mais c'est ainsi. Parce que je vois beaucoup de petites crapules qui essaient de me peindre comme un petit politicien corrompu et tout. Si je l'étais, j'aurais déjà atteint mes objectifs, mes buts et tout le reste et tout. Parce que j'avais eu l'ambition de diriger ce pays. J'ai été candidat. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Là où j'ai eu mon argent, c'était mon ami Louis Bozou. Il était le patron de salon de Millipol en France. Maintenant, c'est l'État français qui a acheté ce salon, des équipements. Non, donc c'est lui qui me finançait. Il m'a financé beaucoup. Et c'est Gnassingbé Yadema qui a fait venir Jacques Chirac à Lomé, et de régler ce problème. Et Jacques Chirac a appelé Louis Bozou pour lui dire, d'abord pour le décorer, hein, de la Légion de tout, et lui a dit de ne plus me financer et de me dire d'aller travailler avec Gnassingbé Yadema. J'ai dit à Louis, non, c'est pas ma destinée ça, c'est pas ce que je suis en train de chercher. Gnassingbé Yadema, il a déjà fait un certain nombre d'années au pouvoir, il y a entre nous quelque chose qui n'est pas. Voilà. Et de trucs, donc je me méfie, mon âme se méfie, je n'ai pas envie d'aller travailler avec lui. C'est tout. Et jusqu'au bout, je n'ai pas travaillé. Mais il faut le dire, il était comme un ami. Parce que celui qui vous appelait quand il voulait et qui me disait beaucoup de choses, il m'a dit des choses que je ne peux pas dire ici. Comprenez? Il m'a dit beaucoup de choses. Donc, à la limite, je ne pouvais pas l'aimer parce qu'il ne m'aimait pas. Il disait ça, mais j'avais le sentiment au plus profond de moi qu'il ne m'aimait pas en tant que tel. Voilà. Mais il voulait me contrôler. Et mon âme n'accepte jamais d'être contrôlée. Et ça a été, mais ça a constitué ma difficulté de bout en bout. Même quand vous voyez un type comme John Agyekum Kufuor au Ghana, que j'ai aidé, et que Gnassingbé Yadema a aidé, et qui est devenu président de la République, contre celui qui est là aujourd'hui, que nous avions humilié, écrasé à Sunyani, puis après. Et aujourd'hui, j'avais raison. Il a mis le Ghana en faillite. Ouais. Alors qu'on disait que Geri Johnny était, et le Ghana, le pays et l'homme, l'enfant chéri. Revenons au Togo.
sur cette journée du 5 février 2005. Vous disiez à l'instant que vous n'étiez pas là. Il y a eu beaucoup de réactions au pays ce soir-là. Les heures qui ont suivi cette annonce, parce qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui pleuraient vraiment, et ils pleuraient sincèrement. Et puis, il y avait ceux qui jubilaient, et parce que certains pensaient que... été dégagé. Que oui, le président il venait de finir de diriger le pays. Et puis peut-être il y a un troisième camp, ceux qui beaucoup plus lucides, qui se posaient un certain nombre de questions. Je ne sais pas, vous, de quel camp étiez-vous à cette époque? Non, les trois camps, j'étais pas là. J'étais pas là. Même si de loin, quand même, c'est votre pays. Moi, je lui ai posé la question 2 fois au moins. Est-ce que vous ne pouvez pas partir, monsieur le président? Il m'a dit, mais je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Et je ne sais pas comment je vais partir d'ici. Mais est-ce qu'ils ont besoin de me tuer avant de prendre le pouvoir? Et c'était son obsession. Il avait peur d'être humilié, d'être traîné dans la boue, hein, et ainsi de suite, s'il n'était plus au pouvoir. Donc le pouvoir lui servait de protection, compris, en quelque sorte et tout. Et est-ce que nous avons des gens dans notre pays, des compatriotes, qui sont intelligents, qui sont bien, qui savent très bien qu'à un moment donné et autre, nous ne sommes pas Dieu, nous devons faire un compromis pour essayer de faire en sorte que l'avenir ne soit pas agité et nous apporter plus de malheur que le passé ou le présent. Dès lors qu'on comprendrait cela, et que le message christique du Christ, Jésus-Christ, qui est de pardonner, et que nous aurions au moins cela dans notre conscience et tout, alors nous saurions que on ne peut pas acculer, hein, et il nous l'avait dit, il ne faut pas acculer le buffle, et que le buffle n'ait plus la possibilité de se retirer. Si sa seule ressource ou sa seule possibilité, c'est de charger pour se sauver, il va vous charger. Il va vous écraser, qu'importe ce qui arrive, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut perdre ce qu'on a à perdre ou ce qu'on a déjà perdu, laisser cela, et amnistier, pardonner et ouvrir un nouvel avenir pour nos enfants, pour les générations futures et tout. Mais quand le buffle est blessé et que vous continuez à le charger et qu'il n'a pas d'issue, il va vous charger en retour, il va vous écraser, ou au moins il va détruire ce que vous voulez représenter, vous voulez être. Et ça a été ce qui était arrivé à Gnassingbé Eyadema. Et heureusement pour nous encore, qu'il est mort de sa belle mort. Voilà, il est mort. L'avion était tombé à Sarakawa, l'avion n'est pas tombé. Et Eyadema était mort dans l'avion. Voyez. Et ceux qui l'ont vraiment aimé, qui ont été proches de lui et tout, savaient ça. Et ont toujours gardé ça. Certains sont morts dans la douleur, dans la détresse et autres, parce qu'ils ont voulu au moins qu'il y ait un changement qui apporte à ce pays, enfin, la paix. Et que les enfants de cette patrie-là, de cette terre, puissent être unis, avancer ensemble, et qu'on se charge un peu de leur malheur, de leur misère et tout. Et c'est ça qui n'arrive pas et qui continue à perturber la vie de cette nation. Parce que quand tu vois que ton voisin, il a tout et tout, et en plus, il te prive du minimum dont tu peux avoir, qu'importe, hein, qu'importe ton esprit d'ouverture, de sainteté, de tout ça, tu ne peux pas l'aimer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il y a encore de nos compatriotes qui vivent mal, qui souffrent, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'argent pour manger des choses comme ça. Tandis que d'autres volent, pillent ce pays et font tout pour eux, mais rien pour les autres. Ils sont prêts même à vendre nos biens, nos ressources nationales à des étrangers, des truands, des délinquants qui viennent s'accaparer de nos richesses et autres et qui s'en vont avec ça, alors que nos frères manquent du minimum, hein, pour pouvoir vivre dans la décence un peu de tout. C'est ça qui fait le malheur du Togo. Si demain nous comprenons que notre mission, ce n'est pas d'appauvrir les autres, ce n'est pas d'humilier les autres, ce n'est pas d'abaisser les autres, ce n'est pas de prendre ce qui est leur propriété pour aller donner à d'autres, alors le monde serait, hein, plus vivable et plus ouvert au Togo. Comment on peut
hein, aller s'asseoir à Pia ou autre pour célébrer le décès de Gnassingbé Yadema, alors qu'il avait nationalisé la CTMB pour en faire l'OTP. Et les gens sont revenus. Et vous, vous avez vendu ça. Et quand vous avez vendu ça, les gens ne payent pas d'impôts. Ils lavent les déchets de phosphate dans la mer. Ils détruisent l'endroit où on exploite les phosphates. Les gens sont encore malheureux là, tristes, et ainsi de suite. C'est ça ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas normal. Comprenez? Non, mais en fait, je ne comprends pas. Ouais. Selon vous, il fallait plus commémorer. C'est ce que vous voulez dire? Mais pas avec des gens, certaines personnes que j'ai connues. Nous, on a voulu aller à Yamoussoukro. Et Houphouët-Boigny, qu'est-ce que vous venez faire? Nous allons parler du Libéria. Ils ont eu une guerre, c'est Gnassingbé Yadema que ça intéresse. Nous, on le suit et on avance et tout. Alors laissez-le venir. Vous dites que vous êtes des démocrates. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il vienne? Et nous sommes partis, hein, là-bas, pour parler du Libéria. Et Gnassingbé Yadema est resté ici au Togo. Et celui qui avait interdit à Gnassingbé Yadema d'utiliser les avions que Gnassingbé Yadema lui-même avait achetés pour ces histoires comme ça, des gens comme ça vont se réunir pour dire célèbre quoi? Non, mais là, clairement, vous faites allusion à l'ancien Premier ministre, Joseph Kouf. Non, pas du tout. Au ministre de l'Intérieur actuel. Je parle de lui. C'était lui, à l'époque. Yadema n'a pas pu partir. Parce que nous sommes partis. Et quand nous étions partis, après, c'est Oyen qui est venu nous voir pour nous dire, dès qu'il va sonner 15 heures, si on voit encore notre avion sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro, il va y avoir un problème. Donc, on n'a qu'à dégager. Et qui était Premier ministre à l'époque? C'est l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Et il voulait aller voir l'actuel Premier ministre, le Premier ministre avec qui j'étais parti. Alors, Oyen dit, le vieux dit non, qu'on dégage. Et nous étions partis. Mais quand vous dites nous, là, ouais. Qui était, c'est nous, là? Mais j'étais là, j'étais le conseiller spécial aux affaires politiques. C'est moi qui ai été le premier conseiller aux affaires politiques dans ce pays. C'est un poste que j'ai. Non, mais là, vous faites allusion à la transition. Absolument. Donc, cette délégation, c'est la délégation du Togo. Oui. Mais cette délégation du Togo est la délégation officielle dans laquelle il n'y a pas le général Yadema. Absolument. C'est ce que vous l'avez dit. Ce que mais qui conduisait la délégation? Mais c'est le premier ministre de la transition. Le premier ministre de la transition avait une responsabilité éminente. Hein? Il était presque comme un chef de l'État. Parce que c'est lui, hein, qui dirigeait le conseil des ministres. Hein? Yadema n'avait plus ses responsabilités. Voyez. Donc il y a des choses qui se sont passées dans ce pays. Si nos enfants les apprenaient, ils seraient furieux. Vous comprenez? Et on était partis, ainsi de suite et tout. Alors après, je me suis dit, mais quelle est cette farce-là? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on se comprend nous-mêmes? Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que c'est sérieux et tout? En quoi cela nous gênait que Gnassingbé Yadema aille à ce sommet, hein, à Yamoussoukro sur le Libéria et tout? Qu'est-ce que nous avons à aller foutre là-bas pour qu'on nous voit, hein? Mais dans votre déclaration, vous semblez, là, vous le dites, accusé, vous parlez de l'actuel ministre de l'Intérieur. Oui. Mais quel était son rôle là, dans cette histoire, dans cet épisode que vous décrivez? Non, c'est lui qui avait l'état au transport. C'est lui qui avait interdit l'utilisation des avions. Non, mais en fait, est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est lui ou c'est la transition? Est-ce que c'est lui ou c'est la transition? Non, la transition... Il y a le Premier ministre. Hein. C'est nous qui avons travaillé à la conférence nationale souveraine pour qu'il soit élu Premier ministre. Ça a choisi comme Premier ministre et tout. Sans nous, vous comprenez? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais devenu le conseiller spécial aux affaires politiques. Hein? Et à l'époque, certains m'accusaient que j'étais aussi au Haut Conseil de la République et tout. Oui, si je n'étais pas au Haut Conseil de la République, je pourrais être à l'époque ministre de temps ou temps ou temps ou temps. Ce que je pouvais. Mais la seule condition de ne pas être ministre pendant cette période, c'est parce que c'était incompatible avec la responsabilité d'être au Haut Conseil de la République. J'avais choisi le futur par rapport au présent ou au passé. Parce que
Et je le dis encore aujourd'hui, j'ai dit à certains, je n'ai pas été payé pendant tout le travail oui. à la Bon, ce qui intéresserait, ce qui intéresse les Togolais, sans doute qu'ils veulent savoir par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites que le général Yadema n'a pas pu utiliser les avions qu'il a participé à acheter. Et puis là, vous accusez visiblement le ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Bayapado à beaucoup ici, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas la transition oui, mais on va accuser la transition, on va accuser donc le Premier ministre qui n'a pas fait acte d'autorité pour dire à son ministre, je vous ai mis là-bas, il peut y aller, il peut prendre l'avion. Moi, je n'y vais pas, je reste et je m'occupe du Togo et des Togolais. Je ne suis pas élu pour pouvoir aller m'occuper du Libéria et de chefs de guerre et tout. Donc, il y a des accusations à porter. Et je les porte, ces accusations-là, parce que j'en suis convaincu. Voyez. Demain, ce n'est pas à ces gens-là à qui je rendrai compte. Est-ce qu'avec le général, par exemple, oui. vous avez évoqué cet épisode-là, est-ce que ça lui a fait très mal ou pas? Il était malheureux. Gnassingbé Yadema était malheureux, terriblement malheureux. Et vous savez, cette vie, elle est comme ça. Nous avons nos moments de plaisir, de douleur, de trucs, ainsi de suite. Il a eu aussi ces moments-là. Et c'est ça. Ça a été son calvaire. Il a été très malheureux au dernier moment. Il a fait des choses, je peux vous dire ça aujourd'hui. Et il me dit, écris un livre, Nicolas. Écris un livre. Et beaucoup me disent ça. Quand Gnassingbé Yadema fait venir Chirac au Togo pour demander de faire une réunion entre lui et Détia, Yovovia, hein? Et les siens, les amis du Yovovia lui ont dit quand il est venu depuis Accra. Yovovia, c'est de Jégris Olympio. Absolument. Et on lui dit, non, Yolawo, ils vont te tuer. Bah yo, il fait pas, c'est un complot pour te tuer. Donc, il a fui comme il avait peur, il est retourné et tout. Et on n'a pas pu réconcilier hein, le Yovovia et Gnassingbé Yadema. Qui pouvait? C'était Jacques Chirac qui pouvait. Mais c'était en quelle année ça? C'était pendant la transition. Nous, on était là. Je ne me rappelle plus. Je ne veux pas dire. Est-ce que c'est par exemple une réconciliation à cette époque aurait été très déterminante pour le pays, pour ce pays, c'est tout. Ce qui était important, ce n'était ni ce Premier ministre-là, ni le Yovovia. C'était le pays et les habitants, les Togolais. Oui, mais ce que vous dites, c'est important. Il n'y a pas eu cette réconciliation, ou du moins cette tentative de réconciliation entre le leader de l'Union des forces de changement, Jégris Olympio, et puis le général Yadema. Non. Mais le général Yadema avait voulu. Oui, il avait voulu. Ça n'a pas pu se tenir. Oui. Mais plus tard, il y a eu quand même cette réconciliation d'une certaine manière entre le fils du général Yadema, Faure Gnassingbé. C'est purement... Est-ce que c'est pas la même chose? Non, ça ne peut jamais être la même chose, comprenez. Gnassingbé Yadema, c'est quoi? C'est la CEDEAO, par exemple, comprenez. Gnassingbé Yadema, il était un grand ami de Gowon, Yakubu Gowon et tout. On a travaillé, hein, non seulement pour que les deux s'entendent, pour créer la CEDEAO, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Gnassingbé Yadema aurait été vivant aujourd'hui, il aurait fait quelque chose qui aurait permis de faire l'écho. Vous comprenez? Pas détruire l'écho, pas laisser l'ancien colonisateur nous abuser encore. Gnassingbé Yadema aurait été dans cette direction-là. Il avait son orgueil, il avait des trucs comme ça et tout, mais il avait cette vision, cette capacité-là, hein, de comprendre. Et c'est là où il me dit, Nicolas, regarde, les Togolais sont malheureux. Et je dis, mais à quoi vous voyez ça, monsieur le président? Il ne sourit plus comme avant. Ils ont faim et tout. Alors quand je leur dis de leur créer des emplois, ils ne leur créent pas des emplois. Maintenant, ils viennent me demander de l'argent pour leur distribuer. Alors je leur donne l'argent. Si je donne 100 millions, ils vont distribuer 20 millions. Et les Togolais sont malheureux. Quand il me disait ça, je l'observais. Parce que vous savez, la meilleure d'éducation, d'apprentissage et tout, et les Anglais disent, look at the body language. Look at the body language. Quand la personne te parle de quelque chose, quelle est son attitude?
Hein? Comment il est quand il te dit ceci ou quand il te dit cela, ainsi de suite. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que tu trouves de la sincérité chez lui, ainsi de suite. Et Gnassingbé Yadema, c'est au moment où il me disait certaines choses comme ça que je voyais sa grande sincérité. Tu vois? Quand on donne de l'argent, on donne 100 millions pour aller distribuer aux animateurs parce qu'on ne leur trouve pas d'emploi et tout, ainsi de suite et tout. Lui croit que s'il donne 100 millions, on va aller créer des emplois. Non! Les gars vont garder les 100 millions, tu vois, et ainsi de suite. Et quand même, j'appelle leur nom, ils se fâchent pour dire que Nicolas va parler de celui-ci. Je les connais. Et Gnassingbé m'a parlé beaucoup de choses. Moi-même, j'ai observé beaucoup de choses et tout. À un moment donné, je me suis dit, mais nous sommes pris en otage au Togo. Nous sommes en otage, coincés. Bien, merci. Nous venons de passer comme ça à 45 minutes avec vous. Le temps est passé très vite. On a passé les 45 minutes à évoquer le général Adema et cette histoire a continué puisque ça fait 18 ans aujourd'hui. Nous évoquerons la suite de ce film puisque c'est un film carrément. Là, pour le Togo, l'histoire, elle continue de s'écrire puisque on a l'impression que l'ombre du général Adema ne continue pas à planer sur le pays puisque beaucoup de gens, certains quand même, regrettent carrément sa disparition. Certains pensent qu'il n'est pas mort. Donc nous en parlerons dans les prochaines minutes. Le temps de rappeler aux auditeurs qu'ils ont la possibilité, comme c'est de tradition à partir de cet instant, eux aussi, de participer à l'émission. Il y a d'autres sujets dans cette actualité togolaise africaine que nous commentons avec le président Nicolas Lawson. 70 43 09 70 ou 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Oui, je réponds au nom de Agboy. Agboy. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, salut monsieur le président Nicolas. Bonjour. Bonjour. Il y a une question par rapport à ton développement. Quand j'ai entendu son développement, j'ai l'impression qu'il est de la même génération que Yadema. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de l'événement du 13 janvier? Puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs pistes. On ne sait pas si c'est les Américains ou bien c'est les Français qui ont abattu le premier président. Et dans certaines circonstances, on dit que c'est Yadema même qui a avoué que c'est lui-même qui l'a battu. Et s'il était là en ce moment, quelle version il peut nous proposer? Et secondo, je ne sais pas si vous avez déjà abordé cette question, mais je vais poser la question par rapport à la sensibilisation que mène le médiateur de la République actuellement concernant les déclarations des biens des hautes personnalités. Et si c'est une loi qui est inspirée par la Constitution et que depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été exécuté, et Madame Nana Daboua est là presque 5 ans, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que c'est maintenant qu'il commence la sensibilisation? Et pourquoi jusqu'alors, elle-même ne donne pas l'exemple? Mais elle a justement donné l'exemple en faisant la déclaration de ses biens à elle. Ok. Et Okay. Aujourd'hui, j'ai suivi dans une radio de la place où il y avait politique entre devant qui il faudrait faire cette déclaration. Est-ce devant la Cour constitutionnelle ou devant le médiateur de la République? Et quand on l'a interrogée, elle a cité de façon erronée l'article 145 de la Constitution, où elle disait que c'était devant le médiateur de la République. Alors quand je suis allé vérifier et quand les journalistes ont porté des démentis par rapport à ces propos, c'était vérifié que c'était devant la Cour constitutionnelle que les déclarations de presse. C'est noté les deux préoccupations. Sur le 13 janvier, vous l'avez déjà dit, peut-être que l'auditeur n'était pas là en début d'émission, sur ce qui s'est passé, ce que vous en savez. Vous voyez, la mort de Sylvanus Olympio était tragique. Et jamais nous ne saurons ce qu'il voulait faire, où est-ce qu'il pouvait amener ce pays, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous avons, pour ce qui nous concerne, des incompréhensions, des choses qui s'étaient passées, qu'on n'acceptait pas, ainsi de suite et tout, et de sa propre attitude, et de l'attitude même de son père, Elpidio Olympio,
et tout ça là et tout. Donc, moi, tout ce que je peux dire pour demander aux Togolais, c'est que ça a été tragique pour la famille, pour lui-même et pour notre pays. Donc, en clair, Et par tant exemple, que- oui, en clair, c'est par rapport à l'inquiétude de l'auditeur, le rôle joué par le général Dema dans cette histoire. Euh, Comme vous l'avez dit au départ, vous reprenez ce que presque tout le monde sait. Oui, à peu près. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas affirmer. C'était passé. Donc, on ne sait pas si c'est les Français, si c'est les Américains, si Non, c'est... on sait que lui ne pouvait pas Ok, prendre c'est cette noté. responsabilité. La deuxième partie de la question, elle est importante parce que ça fait débat, et notamment dans les médias, et sur cette campagne qui est menée depuis cette semaine pour que les plus hautes autorités de notre pays et certaines personnalités puissent déclarer leurs biens conformément aux dispositions de la Constitution. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Non, c'est pour les prochaines soi-disant campagnes, prétendues campagnes. Hein, c'est tout. Ça n'a aucun sens. On sait dans ce pays qui sont cette minorité qui s'accapare des ressources nationales. Hein? On les connaît. Et les abus, hein, les plus grands abus, il y a certains individus qui doivent être à la retraite et qui sont toujours là. Non seulement ils ne sont pas à la retraite et tout, mais cumulent et volent et volent et volent. Et ils sont là, certains individus. Pourquoi eux, ils ne sont pas à la retraite? Alors, si eux, ils ne sont pas à la retraite, ils sont toujours là et ils continuent d'abuser des biens, des ressources nationales. Et il y a d'autres qui bradent ces ressources nationales à des délinquants et autres étrangers. Maintenant, on demande à certains individus qui occupent des postes et tout, qui ont peut-être accumulé par licitement ou autre leurs biens et tout, pourquoi on leur dit de venir déclarer leurs biens? Et on laisse ces autres-là continuer d'abuser de la République et de laisser d'autres dans la misère et tout. Pourquoi il est normal, il est bien qu'un étranger vienne prendre 300 milliards pour le port, dépense 86 milliards et prenne encore d'autres choses et tout. Non, mais en fait, vous suite revenez et tout. souvent sur cet épisode-là. Oui. Mais sur l'importance de la déclaration des biens, puisque Ouais. c'est écrit dans la Constitution, la campagne qui est en cours, beaucoup se posent des questions sur Non, parce son qu'ils savent, opportunité. ils savent parce que l'institution qu'ils ont eux-mêmes mise en place, hein, qui s'occupe des détournements de fonds et tout, leur histoire de novicie, là, ainsi de suite et tout. Des gens ont volé, volé, volé et se sont enrichis. Pourquoi ça qu'ils savent, ils ne peuvent pas déjà commencer par là pour récupérer ça, pour mettre les gens en tôle et ainsi de suite et tout. Hein? Pourquoi ils veulent que d'autres viennent déclarer que j'ai ça ou je n'ai pas ça? Moi, je peux faire ça. Parce que je ne couvre aucun truand, aucun truc qui a abusé de la République et qui a laissé ses frères et sœurs dans la misère. Mais les gens qui ont, et ils les connaissent, et ils ont le pouvoir. Si vous ne pouvez pas gérer le pays, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous faites allusion à Novici. Oui, ils ont volé, volé, volé. Oui, il y a détourné. Il y a cette... Des centaines de millions ou de milliards. Oui, attendez que je vous pose la question. Oui. Romary, qu'est-ce que nous avons un autre auditeur? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, c'est Oui, allez-y. Oui, président, bonjour. Bonjour. Oui, merci pour l'explication concernant le père de la nation, etc. Je pense que quand on est président de la République, on devient le père de la nation et ça s'arrête là, la mort. Concernant le père de l'indépendance, il n'y a qu'un seul fiscal. Absolu. C'est le banque politique. Oui. Là, celui qui a eu l'indépendance du pays, qui a la lumière sur la nation, il est en dehors de la frontière. C'est-à-dire qu'il est au-delà il est dans un autre pays. Monsieur le Président, c'est l'histoire qui fait la politique, c'est la politique qui définit le sort d'un pays. Alors on ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. Si nous avons un président qui était à l'exercice, qui a été assassiné, le rôle que l'ambassade d'Amérique a joué dans cet assassinat-là, il faudrait que le peuple togolais, y compris vous, en tant qu'un grand leader, constituer ce dossier-là et aller voir l'ambassade d'Amérique. Parce que nous ne pouvons pas chercher
la foule sur cette rasée en disant qu'on ne sait pas celui qui a tué, et quand l'ambassade américaine là, qui est une voisine, une maison voisine de quel indépendant. Donc ça, c'est la première préoccupation. Et aujourd'hui, celui qui a eu l'indépendance, il a été assassiné et il est mort. Et aujourd'hui, le 5 février, on est en train de commémorer la mort du président d'un autre président qui était en exécution et il est mort. Alors, si le président Paul Nassimo aujourd'hui, il est peu de 6 Nassimo ouvertement, prend cette date-là pour faire une réunion, pour commémorer la mort de tous ces anciens présidents-là, ne serait pas souhaitable pour le peuple, pour que le peuple jaillisse, pour nous donner un pays prospère, monsieur le président. Oui, si je peux répondre. Oui, voyez-vous, moi, on m'a invité un peu de venir aujourd'hui pour aller dire quoi, je ne sais même pas et tout, vous comprenez. Parce que vous êtes en charge de la République, de la destinée de cette nation. Et il semblerait que votre père ait aussi été en charge de cette nation par le passé. Et vous l'avez célébré. Et Sylvanus Olympio, ok, vous avez donné son nom à un hôpital. Et puis à cet hôpital, on a donné de l'argent, les gens détournaient des trucs comme ça et tout. On ne dit rien à partir de ça et tout. Il y a un travail profond de non seulement conscientisation, mais de redressement pour ce pays. C'est pour ça qu'au moment où je voulais créer un parti, j'ai mis renouveau avant de mettre rédemption. J'aurais dû mettre rédemption avant renouveau. Et certainement, c'est pour ça que Dieu Tout-Puissant, qui aime l'ordre des choses, n'a pas encore favorisé cette rédemption et ce renouveau-là. Il ne pourra jamais y avoir de renouveau dans ce pays tant que les ennemis de la patrie, les crapules de la République et autres sont en place et font n'importe quoi au mépris des règles morales et autres. Donc c'est ça la réalité. Moi, je n'ai rien pour aller défendre Sylvanus Olympio. J'ai appris des choses et comme j'ai été aussi au Dahomey longtemps et très proche de ce pouvoir-là et tout, et je connais bien Agoué et tout le reste et tout, je sais un certain nombre de choses que je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous êtes pour que les restes de sa dépouille soient rapatriés? Absolument, il a été président de cette République. Pourquoi on ne va pas l'enterrer ici? Bien, merci à ton auditeur. Alors. Bonjour. Oui, quel est votre nom? Kokou, allez-y. Oui, je salue l'invité. Bonjour. Bon, moi, ma question est que, est-ce qu'il ne peut pas laisser les histoires, les anciens problèmes au-delà, et j'ai réuni sur une table et aller voir le chef du métier travailler ensemble pour qu'on aille maintenant. Merci. Est-ce que je ne vous ai pas dit que j'étais allé le voir jusqu'à Pierre? Et puis après, je l'ai vu ici à Lomé. Et il était avec une jeune dame là, qui était assise là-bas, qui faisait quoi? Yassine Yadema me recevait tous les deux. On s'assied, on parlait de ce pays ici. Et il le sait mieux que quiconque dans ce pays. Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais qui? Là, tu es chef de l'État. C'est la question que je me pose tous les jours. Quand même, certains officiers vont le voir pour lui dire, votre grand frère, non, vous continuez pas. Oui, mais là, vous l'avez dit une fois ici, oui. Vous le considérez comme votre petit frère. Donc, vous maintenez ça là, cette position-là. Mais bien sûr, c'est mon pays. Tant que j'aurai la vie, que je serai là, qu'est-ce que je peux faire pour mes frères et sœurs, pour les enfants de Dieu et pour cette patrie où je suis né? Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout le problème. C'est lui, il pense qu'il faut qu'il s'assoie avec une jeune dame là, qui dit que bon, ou des gens qui s'entourent de femelles pour faire la promotion du genre en ce 21e siècle, où tout devient dangereux, compliqué et autres, où nous devons inventer des choses. Donc vous êtes contre la promotion du genre? Je ne suis pas contre la promotion du genre, je suis contre la promotion de petites trucs comme ça. C'est quoi ça? Doing business, patati, gold, et tout. C'est ça, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Non, on a besoin des gens qui ont de la qualité et qui ont de l'initiative, des idées fécondes. C'est noté. C'est noté. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom?
Mon nom c'est M. Appeliti. Oui, appelez-le, allez-y. Alors, un grand bonjour à M. Lawson, le président. Bonjour, oui. Et tout au début de l'émission, il parlait des pharaons. Oh, M. Lawson, bravo. J'aurais souhaité vivement, bien sûr, ce n'est pas le sujet de l'émission, que nos ancêtres, les Égyptiens, tout ce qu'ils ont apporté de grandiose à l'humanité, et qui a été déformé, justement. Je vais prendre deux exemples, si vous permettez. Aujourd'hui, tout le monde parle du théorème de Pythagore. Mais Pythagore ne connaît rien de ce théorème. S'il n'a pas été formé, initié pendant 22 ans à l'Égypte, dans une école égyptienne. Je précise 22 ans d'initiation de Pythagore. Mais quand il est retourné chez lui, il a fait cette démonstration. On veut rester le théorème de Pythagore et les Égyptiens, le nom des Égyptiens, le nom des Égyptiens a disparu. Mais deuxième chose, quand la Terre tourne autour du Soleil, de grâce, reprenons les livres d'histoire, ça n'a pas été découvert par Galilée. Non. Bien au contraire, c'était dans les écoles égyptiennes qu'il a été formé. Absolument. Je vais partir en laissant l'antenne en disant ceci. Aujourd'hui, tout le monde a le portable sur la main, nos appareils portables. On croit que c'est les Blancs qui ont inventé. Il y a l'invention, il y a la découverte. Les pyramides que nos ancêtres, les Égyptiens, ont construites, qui peut prendre deux chantiers, qui peut prendre tout le monde, par exemple. Quelqu'un à Zongo a besoin d'une truelle à côté de Diakopé. Mais il faut qu'il y ait des moyens de communication sophistiqués pour que cela passe. Les Blancs ont vu ça, ils ont transformé. Aujourd'hui, nous crions que les Blancs sont en avance sur nous et le noir, il ne vaut rien. Monsieur Lawson, merci beaucoup. Dieu vous protège. À très bientôt et bonne émission. Mais merci pour ces rappels historiques qui continuent par alimenter les débats. Je crois que de temps en temps, fait ses clins d'œil à l'histoire pour éclairer un peu plus notre présent. Je crois que c'est très important, n'est-ce pas? Absolument. Il y a des questions que des amis ont laissées. Parmi ces questions-là, il y a celle-là qui concerne le général. On parlait tantôt de général, parce qu'il n'y a pas que le général Adema. Et il y a récemment une histoire autour du général Katanga qui a été arrêté, puisqu'il n'y a pas eu une communication officielle autour de cette histoire. Récemment, la DMK a demandé que les motifs de cette arrestation soient reportés à la connaissance de l'opinion. Là, nous avons une question d'un auditeur qui s'appelle Komi Adotou. Je ne sais pas si vous voudrez bien dire un mot autour de cette arrestation. Est-ce que vous l'avez appris? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Je peux vous dire que ça ne me surprend pas. Le contraire m'aurait surpris. J'étais parti à l'état-major. Parce que tous ceux qui ont été là-bas avant lui, je les connaissais et j'allais les voir et tout. Les Bonfou, les Tidani, nos femmes et tout ça, je les ai tous vus. Tous ces officiers-là, je les connais, les Djoua, ainsi de suite et tout. Je suis allé pour le voir, pour lui dire qu'il est sur la mauvaise pente. Il ne m'a pas reçu. Il dit qu'il n'est pas libre, qu'il n'est pas là de repartir. J'ai secoué la tête, j'étais parti avec un ami et je suis assis et à présent on s'en va. Je dis non, attends, je vais réfléchir. J'ai attendu pratiquement 40 minutes, assis là, sur le truc j'étais assis. Et après, je me lève, je dis bon, on s'en va. Et c'est au moment où je descendais de l'autre côté, dans la grande salle là, de l'état-major, que tous les officiers supérieurs de notre République, et j'ai dit, hey, les officiers supérieurs, vous êtes encore partis comploter contre la nation? Il dit, non, monsieur Lawson, on est parti en réunion, pas pour comploter contre la nation. On ne complote pas contre la nation. Et je dis, ah bon, vous êtes sûr, vous étiez en réunion? Ils disent oui. Je dis, alors là, je vous sers les 5 pinces et tout. Et je les ai tous salués. Et ils ont dit, ah, monsieur le président, on ne vous entend plus. Je dis, ah, on dit que j'insulte. On dit que et tout, je ne suis pas opposant, je suis opposant et tout. Donc c'est pour ça que je me suis replié un peu pour réfléchir. Donc du courage. Si vous ne complotez pas contre la nation, du courage, allez-y et tout. Mais je vous jure, ça fait
6 semaines ou 7 semaines après que ce général avait été démis de ses fonctions, vous comprenez, et ainsi de suite, vous comprenez. Je l'ai connu quand il était capitaine, hein, il n'y a pas longtemps. Et il est devenu hein, capitaine, et commandant, lieutenant-colonel, colonel, et puis général, et puis chef d'état-major. Et tout. Comment? Par quel miracle? Parce qu'il y a quelque chose. Something is fishy. Something spoiled dans cette histoire-là et tout. Alors, s'il finit comme ça, il est descendu, certainement, comme il est monté. Ça, c'est mon opinion, ça. C'est mon sentiment. Bien, merci, c'est noté. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Pas encore un autre auditeur. Je parlais de Covid quand vous évoquiez les fonds Novici. Oui. Et cette semaine, tout le monde, ou un certain nombre de Togolais ont pu lire ce rapport, ou bien une partie de ce rapport qui circule sur les réseaux sociaux. Vous êtes choqué? Choqué. C'était pas de scandale. Est-ce que vous direz la même chose? C'est pire qu'un scandale. C'est criminel. Hein? On dit, on va nous forcer pour nous injecter un vaccin pourri, périmé et tout, qui crée chez beaucoup d'entre nous des effets secondaires nuisibles et tout. Au point où ceux qui réfléchissent bien, ceux qui savent ainsi de suite, ne veulent pas qu'on injecte ça un peu partout et tout. Et on a décrété en Europe la cessation de trucs. Et vous dites, vous allez nous forcer, nous injecter ça. Mais l'histoire a évolué depuis quand même. Oui, mais vous avez volé déjà. Vous avez utilisé quelque chose de malsain, de malpropre pour vous enrichir, pour vous faire paraître. Et tout. Qui sont ces gens-là? Moi, j'ai enregistré des médicaments au Nigeria, hein, pour les vendre. J'ai enregistré des médicaments en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, et ainsi de suite et tout. Tu vois? Donc, tous les médicaments ont leur effet secondaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que tu ne connais pas, pourquoi tu veux forcer des gens pour leur injecter ça? Est-ce que tu connais le lobby qu'il y a derrière ces gens de... Nous, qui avions travaillé dans ce secteur-là, tu ne peux pas... Non, c'est pas seulement Togo qu'on a vacciné les gens. Mais pas de force quand même. Non, mais en fait, pourquoi est-ce que vous parlez de force? C'est elle qui a dit ça. Que on veuille, on ne veuille pas, ils vont nous injecter ça de force. Et ils ont mis à l'aéroport ici une brigade criminelle. Moi-même, leur brigade m'a attaqué à Paris, à l'aéroport de Charles de Gaulle. 2 catins qui sont au service de ces individus-là, qui disent, je dois me faire vacciner avant de monter dans l'avion. Je dis, hé, j'ai tout ça, non, pas question. Non, mais en fait, vous vous êtes fait vacciner quand même en France. Ah, 2 fois. 2 fois. Je me suis fait vacciner 1 fois ici et 2 fois en France. J'en ai été malade et je suis encore malade. Revenons à cette portion du rapport. Oui. Beaucoup se posent des questions. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est la question. Parce que les chiffres sont là. En réalité, si ces chiffres sont confirmés, si tout ce que nous avions pu lire, si c'est vrai, tout ça, qu'est-ce qui doit être fait? Il y a des gens qui doivent être arrêtés et déposés à la prison civile. Certains sont là, ils ne doivent pas être à la prison civile. Ce sont ces gens-là qui volent la République du Togo, qui font que nos frères et sœurs, hein, des centaines ou des milliers, vivent dans la misère, dans la souffrance, et leurs enfants également et tout. Et ils sont là en train de jouir et de parader et de se foutre de notre gueule. Hein? C'est ça le drame. Alors que d'autres n'ont pas à être à la prison civile de Lomé et sont là. Hein? Et ça régente ce pays et ça s'amuse avec ce pays et avec notre destinée. C'est tout le drame. C'est pour ça, moi, je n'ai rien contre personne. Parce que je suis venu dans ce monde, mon père était déjà mort. Ma grand-mère aussi. On les a tués, assassinés et tout. Mais j'ai jamais souffert. J'ai jamais souffert. Hein? Des fois, je m'asseyais, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut? Yassine Beyadima, pourquoi il m'a appelé maintenant? S'il veut seulement parler et tout, c'est pas à moi. Il m'a... Mais quand il veut me nommer, à certains individus comme les Tidjans, il dit non, il va nous gifler, il va nous attraper, il va faire ceci, il ne faut pas le nommer, il ne faut pas le faire. Qui va gifler qui? Et que moi, je vais le gifler, Tidjani. Bon, mais en fait, oui, mais vous allez... Comment est-ce que vous allez pouvoir gifler un général? Je ne vais pas.
Vous voyez? Donc, voilà comment ce pays... Non, mais est-ce que vous êtes violent? Où est-ce que je vais trouver cette violence-là? Qui va m'inculquer ça? Bien sûr que je connais les camps, hein, que ce soit à Ouida. J'ai fait mes études, mon oncle, les Alphonse Allé, les Christophe Soro, je les connais. Mais au Ghana, hein, je leur vends même les uniformes, au Boma Camp. Même le camp de Jerry John Holly et... Même vous n'êtes pas violent. Je ne suis pas violent. Ouais. C'est-à-dire, je qualifie les choses. Et on m'a toujours reproché ça et tout. Même le feu Nyassimbe Yadema m'a dit non, Nicolas, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Et je dis, mais non, si quelqu'un, il est là en charge de la destinée des gens et il vole leur argent, il détourne leur argent, foutez-le en tôle. Je le président. Foutez-le. Il dit, mais quand tu l'arrêtes, il devient ton ennemi. Et il devient un opposant. Et c'est lui qu'on acclame, c'est lui qu'on soutient et tout. Alors, c'est ça le drame du Togo, comprenez? La question, la prochaine, c'est celle qui est posée par Kofi Sitiope Sokpo. Il dit là, ça fait 18 ans que le général est parti. Est-ce que vous avez foi en ceux qui ont la gestion du pays à nous amener à bon port? C'est la question. Non, ils ne peuvent pas nous amener à bon port. Ils ne peuvent pas nous amener à bon port. Et je le dis, si quelqu'un, bon, je sais qu'ils ils ont dit aux gens de venir me convaincre pour venir entrer au gouvernement. Avec qui et pour faire quoi? Hein? Pour aller faire quoi dans ce gouvernement-là? Non. Je dis ce gouvernement est sans tête ni queue. Il n'y a rien de bon là. On n'est pas vu. Il faut avoir des initiatives qui sont des initiatives novatrices parce que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'histoire de l'humanité. Et vous avez des antéchrists, plein, un peu partout, qui sont en train de faire n'importe quoi, dans ce monde nouveau et tout. Nous devons inventer des solutions nouvelles et reprendre en main notre destinée et expérimenter des idées neuves, adaptées à cette période, à cette époque, pour le bien de nos frères et sœurs et les enfants de Dieu. C'est tout. Tout le reste à pipeau qu'on faisait dans le XXe siècle et tout ça, ça n'a plus valeur ni cours aujourd'hui. Le monde est en transformation, mais incroyable. Les gens ne peuvent pas imaginer. Donc, vous ne pouvez pas être... Mais si le monde est en transformation, comme vous le dites, est-ce que cela suppose que nous devons changer? Nous devons absolument nous adapter au cours actuel des choses, de ce qui se passe. Mais ce que vous dites là, est-ce que vous vous adressez par exemple aux Africains, aux Togolais ou à toute l'humanité? Avant tout, aux Togolais. Nous devons tirer notre épingle du jeu. Notre mission sur cette terre, c'est de servir la gloire de l'Éternel et de servir le bien de ses enfants. Aussi, dans la mesure de nos possibilités, de nos capacités. C'est pour ça que nous n'avons pas tous les mêmes Congolos avec les mêmes capacités de réflexion, d'initiative. Les gens découvrent, les gens tout à l'heure parlent. Les Africains, nous sommes intelligents, nous sommes brillants. Moi, mon professeur, il me demandait, mais comment tu as fait pour trouver cette solution pour ce problème de géométrie ou d'algèbre? Comment tu as fait? Je dis, mais j'ai trouvé. Il dit, mais donne-nous le théorème. Je dis, mais quel théorème? Il n'y a pas de théorème. C'est parce que je ne connaissais pas le théorème. Mais, et lui à la fin, il dit, non, tu es doué d'une intuition divinatrice très poussée. Effectivement, j'ai cette intuition-là. Donc vous croyez en l'Afrique, en l'Africain? Mais bien sûr, l'Afrique. Mais en même temps, vous croyez en la capacité de l'Africain éventuellement à s'intégrer, à s'adapter aux nouvelles réalités. Mais on a l'impression qu'il est difficile pour les Africains là. Non, parce que nous avons parmi nous... Ils ne se retrouvent pas là. Des traites, des vendus. Mais est-ce que ces traites... Est-ce qu'ils sont majoritaires, ces traites? Non, ils sont dangereux. Ils sont au cœur du pouvoir. Mais est-ce qu'ils sont majoritaires? Non, mais ils sont au cœur. Et les autres ne croient pas en eux parce qu'on ne leur dit pas tu es capable de ça, tu peux faire ça, tu es capable de ça, tu peux faire ça. Vas-y. Vas-y. Voilà. Et donc, ils croient que... Nous, on a été, tu sais, nous avons une chance inouïe. Nous avons été faire nos études avec ces gens-là. C'est comme le Malien, Assimi Goïta. Pourquoi il est convaincu
que les gens là qui viennent général, tout pour dire que force Barkhane, force patata, ils ne sont pas à la hauteur et que ce sont des traites défendus, des pourris, hein, etc. Parce qu'il a fait ses études avec eux. Vous comprenez? Moi, j'ai fait des études. Non, mais là, vous l'admirez, là. Absolu. Vous êtes un de ces admirateurs. Absolu. Mais parce qu'il fait partie de la lignée des Sundiata Keita, de Babemba Bemba et autres, qui étaient de véritables rois et autres africains. Et ils avaient régné. Tombouctou et tout ça avant. C'était pas du n'importe quoi. Avec lui, par exemple, au Mali Oui. et d'autres, au Burkina Faso, en Guinée, certains pensent que c'est le temps du réveil pour les Africains. Je ne sais pas si vous Qu'ils se croyez... réveillent, qu'ils se battent, qu'ils continuent. Et qu'ils inspirent au-delà de leur frères et autres, d'autres. Le Dahomey avant était bien. Après, Mathieu Kirikou est venu, etc. Et puis aujourd'hui, on a le Bénin. Et Talon, je ne sais pas. Tiens, je ne sais pas s'il peut inspirer, hein, la génération comme ma génération. Quand on a été au lycée Béazin, à Porte-Nouveau, au lycée Koulibaly, Cotonou, Bertrand Dagnon et autres et tout. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça qui l'inspirent. Je vois certains qui sortent, qui disent, c'est pas ça. Lui-même, il essaye, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore ça. Donc, ça veut dire que là, par exemple, vous catégorisez là les militaires qui sont au Mali, au Burkina Faso et peut-être également en Guinée. Et puis, vous tombez sur le Bénin, vous parlez du président Talon. Vous le mettez dans une autre catégorie, c'est ça? Oui, oui. Mais c'est quelle catégorie? Celle, par exemple, des civils qui peuvent réussir ou échouer? Non, parce qu'il est trop égocentrique. Le président Talon. Oui. Je le connais très bien. Parce que quand il était plus jeune. Bien, merci. Il y a cette question de Richard la Taylor Swan Body. Il demande ce que vous pensez de notre SMIC, puisque le SMIC a été récemment revu. C'est passé de 35 000 à 2500. Oui, mais ça, c'est de la bêtise humaine pure. Vous n'êtes même pas capable de faire payer les 35 000 déjà. Et au moment où il y a une crise, il y a une inflation galopante et tout ça, vous, soit disant qu'on va décréter et mettre à 52. Est-ce que vous imaginez que le secteur privé peut suivre le secteur privé et augmenter aussi les choses? Dès qu'on décide quelque chose, ça doit être appliqué, mis en application. Un gouvernement, un État ne peut pas décider quelque chose et d'autres fassent n'importe quoi. Il faut payer. Puisque vous dites qu'il faut payer, on doit payer désormais ici dans cette République 52 000 et quelques. On ne doit pas payer moins. Parce que non. Vous comprenez? Et quand l'État commence à payer ça, le secteur privé doit suivre. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent, ces gens-là, pour payer ça à leur... Bien, merci. Il y a une question de Bertrand. La question, c'est par rapport à ce que vous décrivez comme corruption et patati patata. En fait, je vais aller au téléphone, puisqu'il nous reste environ une douzaine de minutes avant de vous poser la question de Bertrand. Le téléphone, allô? Il est parti, l'ami qui était au téléphone. Bertrand, allô? Bertrand, dans le sillage de votre développement et vu l'actualité, notamment liée à la Covid, il dit pourquoi, d'après vous, Fania Singbe n'arrive toujours pas à sévir en arrêtant ceux qui dilapident les fonds de la République? Moi, je vais dire ça pour qu'il entende ça. Des gens, hein, qui étaient proches de lui disent que c'est lui le voleur. Pourquoi moi je le défends? Que si tu voles et tu lui donnes, tu es couvert. Si tu voles, tu ne lui donnes pas, tu n'es pas couvert. Des gens dans son équipe, alors d'aller me faire foutre. C'est comme ça qu'il me disait. Pourquoi je le défends et je les attaque eux? C'est lui le patron, non? Hein? Non, mais en fait, ce que vous dites là, c'est... Vous rapportez ce que son entourage vous dit. C'est que certains. Certains de son entourage. Oui. Vous avez des relations là-bas? Mais je les connais tous. Ils me connaissent. Des gens m'appellent même pour me critiquer des fois. C'est étonnant, la dernière fois quand j'étais chez Radio Victoire là et tout, il y a un rejeton. Il dit qu'il y a un rejeton de Nadjaba. Et pourquoi je critique Nadjaba et tout ça là et tout. Je dis, va te faire foutre, laisse-moi tranquille. Tu es qui? Je vais pas dire tu vas pas me dire de dire le contraire de ce que je pense. Comprenez?
Je les connais parce que par hasard de la vie, j'ai pu avoir accès avec Gnassingbé Eyadema. Je connaissais tout son entourage et tout. J'ai des amis parmi eux, encore aujourd'hui, certains. Je leur dis ce que je pense. Et vous fréquentez? Non, j'appelle. Maintenant, ils ne veulent même plus prendre mes appels parce qu'on les écoute. Ainsi de suite et tout. Peut-être le dernier auditeur. Allô? C'est monsieur Kokou. Oui, allez-y. Allô? Là, par exemple, à Kokou, vous avez un souci avec... Oui. Je suis en train de mais est-ce que ça ne serait pas bon, comme en que un opposant de créer quelques sociétés ou employer des jeunes gens qui ne travaillent pas là, on saura qu'il a la capacité pour gouverner ce pays. Oui, en fait, Kokou, j'ai noté la question. On, oui, on en a déjà parlé depuis et tout. Si par exemple, je suis allé au ministère de la Santé pour enregistrer des médicaments, pour ouvrir un grand dépôt, pour employer des gens et tout, et qu'on me donne l'autorisation, et qu'après d'autres passent derrière pour annuler ou pour trafiquer l'autorisation et tout. Vous faites quoi? Il y a des choses qu'on a sur le cœur et qu'on a envie de dire, et des fois, on se dit, bon, c'est Dieu qui est en charge de toutes nos destinées. S'il veut que tu fasses ça, il pourra un jour t'ouvrir la voie. C'est comme le cas de Nelson Mandela. Après 27 ans, mise en taule, qui l'a délivré? C'est pas Frédéric Declercq qui lui a permis d'être vice-président. C'est pas Frédéric qui l'a laissé pour devenir président. C'est pas encore lui. Donc, si la main de Dieu est dedans et le reste et tout, c'est pour ça qu'en Faure Gnassingbé avait souhaité me voir. À Pia, j'ai été. À Lomé, j'ai été. Mais est-ce qu'il avait intérêt à mettre ces femelles là à côté? Non, mais en fait, faire quoi oui, mais au départ de l'émission, par rapport aux terminologies que vous employez, que vous aimez employer, j'avais dit quand même que des fois, ça fait très mal de vous écouter employer certains termes, désignant certaines personnalités de la République. Quelle personnalité? Non, mais en fait, est-ce que ce n'est pas des personnalités? Non, tu ruines la République, tu n'es plus une personnalité. Ce n'est pas le fait de porter un titre qui fait de toi une personnalité. Une personnalité, c'est quelqu'un qui est utile à une communauté, à une nation donnée. Non, mais en fait, comment est-ce que vous jugez que certains que vous critiquez là, que cette personnalité-là ne soit pas utile à notre République? Non. Mais si cette personnalité ne soit pas utile à la République, sans doute qu'il serait dégagé, qu'il serait remplacé. Qui serait remplacé? Par qui? Oui, mais pas, pas celui qui dirige le pays. Et donc, il me dit c'est lui qui est responsable. C'est certaines personnes-là qui me connaissent très bien et qui ne veulent plus s'occuper de quoi que ce soit dans ce truc et tout, mais qui ont été avec le vieux, comme on dit, et qui le connaît et tout. Je dis, c'est lui le problème. Pourquoi, Nicolas, tu ne veux pas intégrer ça? Et je dis, mais jusqu'à preuve de contraire, on ne devient pas président par hasard. Quand tu es laissé, tu as été juste là-bas, c'est que Dieu, d'une façon ou d'une autre, a laissé faire. Donc, à partir de cet instant, moi, je me tourne vers Dieu pour dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, pourquoi tu as laissé faire ça? Est-ce que ça ne suffit pas maintenant pour que tu laisses faire autre chose? Si tu ne veux pas laisser faire autre chose, inspire la personne, guide la personne, et aide la personne à changer pour que les choses changent. C'est tout. Quand moi je parle de Dieu, ce n'est pas parce que, non, parce que, je te dis tout à l'heure, j'ai fait le Ouida, j'ai été avec... Mais ça, on le sait. On le sait déjà. J'ai fait avec mon Seigneur. Ça, on le sait. Je connais bien il mon nous reste, Seigneur oui. et tout ça là et tout. Je les connais. Monseigneur Kodjiro. Il était le président du Haut Conseil. Alors, il nous reste 5 minutes, peut-être une ou deux questions pour clôturer cette émission. Nous parlions du général Eyadema et à son époque, il n'y avait pas
le terrorisme, même s'il y en avait, Oui. on écoutait ça de très loin parce Oui. que certains attaquaient des avions à cette époque. Mais le terrorisme est à nos portes et les terroristes frappent de plus en plus les communautés ou les villages qui sont situés à l'extrême nord du Togo. Est-ce que nous devons nous inquiéter parce que nous sommes à Lomé, nous sommes à 600 km de là-bas? Ne sont pas organisés aujourd'hui pour venir à bout de ça. Mais l'armée togolaise était une armée qui était crainte. Quand vous dites était, oui. Vous voulez dire qu'elle n'est plus crainte aujourd'hui? Non, c'est ce que je crois. Sinon, comment c'est 56 km avec 56 50, on va vous mater. Qui que vous soyez? Terroristes pour venir embêter nos frères et soeurs, tuer nos frères et soeurs, parce que vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Si ce que vous voulez, dites-nous ça. On s'assoit, on en parle, on vous donne. Si on n'en a pas aujourd'hui, lundi ou mardi ou mercredi, on vous dit jeudi, on va vous donner ça, on va vous donner. Oui, mais en fait, depuis que ce phénomène a commencé par sévir un peu partout en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on sait vraiment ce que veulent ceux qui sont désignés comme étant des terroristes? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, on sait ce que certains veulent. Mais c'est parce qu'il y a des mains étrangères aussi qui sont derrière aussi. Vous comprenez? Et c'est tout. C'est le malheur. Pourquoi tu crois que nos frères maliens et burkinabés veulent que les forces étrangères quittent leur pays? Hein? Le Mali, par exemple, c'est pas seulement de l'or hein, et de trucs comme le Burkina aussi et tout. Mais le Mali a de l'hydrogène. Et demain, les voitures et tout ça, ce n'est plus de l'essence, de l'hydrogène. Et ceux qui ont besoin de ça, tous les truands qui savent et tout ça, ils veulent avoir leur main dedans. Ils déstabilisent. Hein? Même jusqu'au Nigeria. Hein? Le président Buhari, il n'a pas pu. Parce que. Il n'a pas pu quoi? Vaincre le terrorisme. Les Boko Haram ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est facile de les vaincre, justement? Parce que même en Syrie ou en Irak, ça n'a pas été facile pour les grandes puissances. Ah oui. Est-ce que tu ne connais pas les Syriens? Tu les connais? Et tu sais comment c'est organisé là-bas et tout, non? Hein? Il y a aussi le Liban à côté. Hein? Quand vous parlez des Maliens, des Burkinabés, cette semaine, on a appris que les deux pays sont en train d'envisager de se mettre ensemble, créer une sorte de confédération. Est-ce que pour l'Afrique, c'est pas une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose pour nous. Nous, on aurait voulu que ça soit plus grand, plus vaste. Hein? Même le Ghana... Donc une fédération qui engloberait beaucoup plus d'États. Mais bien sûr, la CEDEAO, c'était ça. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Avant, c'était la CEAO. Hein? Que Houphouët-Boigny et les autres voulaient faire un truc. Et c'est Gnassingbé Yadema qui les a convaincus. Et avec l'aide de Yakubu Gowon. Et après, on a fait la CEDEAO. Maintenant, avant, regardez l'autre là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi notre écho, il ne veut pas ça? Il ne voit pas que le franc CFA est devenu une monnaie de racaille, hein, et que ça ne peut plus tenir. Hein. Moi, j'avais proposé au président Akufo, on allait faire une nouvelle monnaie avec une nouvelle... on va faire ça avec les polymères. Hein. Les polymères, c'est pas... Quand j'ai travaillé avec la Banque centrale d'Australie, c'est ça qu'on nous dit. Tu peux creuser un trou dans ta maison quelque part, comme on faisait, et puis tu mets ton argent là-bas, et tu mets le sable dessus. Il peut prévoir l'argent. Vous parlez de la matière alors. La matière, le polymère. Bien, merci. Vous avez conclu cette émission consacrée largement au général Yadema. Il est mort aujourd'hui, cela fait 18 ans, vous le connaissez, et il vous désignait comme étant son ami. Vous, par exemple, vous le fréquentez, mais vous avez des réserves, c'est ce qu'on a pu noter. Oui, forcément, parce que... Quelle est votre conclusion? Nul n'est ange, hein? Nul n'est démon. Et Gnassingbé Yadema, 38 ans, il n'a pas gouverné, il a régenté ce pays pendant 38 ans. Donc, nous devons en tirer des conclusions à la fois positives et négatives pour construire notre avenir sur une autre base. Mais ce qu'il avait essayé de construire et que nous devons garder à tout prix, c'est l'unité de cette nation. Son unité
de l'ordre et de la discipline. Comprenez? Si nous arrivons à préserver l'unité nationale, l'ordre et la discipline, nous irons très loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont féconds dans ce pays, qui sont créatifs, des Togolais qui sont vraiment féconds et qui existent, et tout, avec qui on peut faire énormément de choses. Par exemple, celui-là qui leur proposait, et je crois, c'est sûr, il pouvait parler de ça et tout, et il leur proposait quelque chose, et il ne trouvait personne pour l'aider. Alors que si nous allons dans cette direction, le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. Bien, merci. Merci d'être venu, Nicolas Lawson, président du PRR. L'émission, elle s'achève, elle va être rediffusée à partir de 19h. Merci à Romaric Fantas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Voitiobé. Le prochain rendez-vous du D12, le direct, c'est dimanche midi. Au revoir.